Cette année, nous allons suivre Sophie et Floriane, deux étudiantes d'HEC. Ils sont allés à la rencontre de 4 femmes d'exception. Sylvie Breton, Rachel Picard, Laurence Rigolini et Odile Rougeol. À travers leurs échanges avec ces étudiantes, au cœur même de l'école qui les a formées, chacune d'entre elles nous a dévoilé un peu de ce qui a fait sa singularité, son talent. Alors nous sommes ici dans la bibliothèque d'HEC, un lieu de passage un peu obligé pour tous les étudiants. Qu'est-ce que ça évoque en particulier chez vous? Oui, ça évoque un souvenir très particulier, c'est la préparation des cas, et notamment des cas de comptabilité analytique. On se retrouve avec un sujet totalement inconnu, et puis un groupe d'étudiants très différents, venant d'horizons divers, donc avec une problématique vraiment à décortiquer, à analyser, pour y apporter des mini-solutions et puis une vision globale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans des petites sociétés, de prendre une équipe avec des gens de compétences, de parcours très différents et leur apprendre à travailler ensemble et à arriver à une solution qui est très loin devant et nettement meilleure que celle que chacun aurait pu imaginer tout seul. Alors cette arche bleue, ce bâtiment des études, ou BATZ comme on l'appelle ici, cette école HEC, qu'est-ce que cela vous évoque? En quoi a-t-elle été le moteur de votre carrière? C'est grâce à HEC que j'ai pu m'engager dans la voie que je souhaitais prendre, à savoir être à la croisée des grands projets d'infrastructure et de la finance, d'une finance opérationnelle au service de partenariats public-privé, que ce soit pour développer des usines d'incinération, des lignes grande vitesse ferroviaires ou bien des sections autoroutières. Alors nous sommes ici dans le e-Lab, un lieu dédié à l'entrepreneuriat et mis à disposition des étudiants qui n'existait pas quand vous étiez à HEC. Qu'est-ce que ça vous évoque en arrivant ici? Alors l'espace e-Lab évoque la créativité, l'innovation et l'inventivité. Je suis très engagée en ce moment auprès de start-up en tant que business angel et ça va vite. Il faut être agile et apprendre en faisant. Donc ça m'évoque tout cela en fait. Ça m'évoque aussi les ruptures dans les parcours où on s'ouvre à différents univers. La diversité des profils et des expériences fait aussi la richesse de l'idée à l'action. Nous sommes aujourd'hui dans le château, symbole d'HEC. Pourquoi ce passage par HEC au milieu de votre carrière? J'étais à un tournant de ma carrière entre 2 postes et donc j'ai eu l'idée de souscrire, de poser ma candidature pour l'executive MBA qui commençait au mois de janvier. C'est un bel exemple de ce qu'a été ma carrière jusqu'ici, c'est-à-dire rien de préconçu, mais une suite d'opportunités que j'ai saisies au fil des divers postes que j'ai occupés. Avec un vrai fil conducteur par contre, qui a toujours été l'aéronautique, la relation avec le client, le souhait fort de respecter mes engagements et d'incarner mes valeurs et celles de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et à HEC, auriez-vous rencontré une personnalité, un camarade ou même un professeur qui vous aurait guidé, voire même inspiré tout au long de votre carrière? Pascal Quiri est un professeur qui m'a vraiment marquée. Passionné de finance d'entreprise, il savait vraiment faire partager sa passion pour sa matière. Et c'est d'ailleurs un fidèle soutien du groupement professionnel des financiers d'entreprise que j'ai créé au sein d'HEC Alumni en 2009, car je souhaite vraiment pouvoir incarner et illustrer la dynamique de nos métiers qui est parfois méconnue. Alors, on avait la chance d'avoir des conférences de personnalités. Et il y en a une qui m'a profondément marquée, c'est celle de Simone Veil. Femme engagée, indépendante d'esprit, qui a apporté des transformations. Donc je l'ai toujours dans un petit coin de ma tête. Et ce que j'espère partager avec elle, c'est des valeurs comme le respect. Et puis le deuxième, c'est la bonne humeur. Parce qu'on passe de longues heures au travail tous les jours, dans un collectif. Et donc il faut que ça soit plaisant, sympathique pour tout le monde. Alors je suis personnellement une grande fan de Jean-Noël Capferrer, que j'avais la chance d'avoir en major marketing. C'est quelqu'un qui m'a marqué sur le brand management, le brand equity, le sens d'une marque en fait. Et puis aussi pendant mes années HEC, l'engagement dans une association qui était Médecins du Monde, qui avait créé un pôle pour aider les SDF. Et je crois que donner du temps, de l'attention à des gens différents et être ouvert, attentif, c'est quelque chose que j'ai gardé en cap dans ma carrière, que j'ai peut-être un peu oublié pendant quelques années. Et après 40 ans, on a envie de retransmettre et de donner des choses aussi aux autres et du temps.
Au-delà d'une personne ou d'un professeur, plus globalement, ce que j'ai apprécié dans cette executive MBA, c'est le côté international et les rencontres humaines que j'ai pu y faire, que ce soit au niveau des participants ou des professeurs. Je crois qu'une de mes caractéristiques, c'est la curiosité, créer du lien. Et là, j'ai vraiment pu découvrir des secteurs d'activité qui m'étaient inconnus et des gens qui avaient un parcours fabuleux. Et quel a été votre coup d'éclat, le moment le plus marquant de votre carrière? J'ai envie de vous parler de la signature d'un partenariat stratégique que j'ai négocié il y a quelques années lorsque j'étais chez CNIM. Il s'agissait en fait d'ouvrir le capital de 4 usines d'incinération que nous exploitions en Angleterre. Nous avons levé 100 millions d'euros auprès d'un fonds d'infrastructure et grâce à ce partenariat, nous avons pu derrière aller développer de plus gros projets, notamment un projet à Bahreïn d'usine d'incinération pour $1 milliard. Et je suis très fière de cette réalisation pour laquelle j'ai été chef de projet, pour la négociation mais aussi pour son exécution qui a été assez rapide en quelques semaines avec une multiplicité d'interlocuteurs. Il y a 2 choses dont je suis un peu plus fière. La première, c'était il y a 10 ans. C'était la mise en place de l'éco-comparateur quand j'étais à la tête de voyagesncf.com. Et puis la deuxième, qui est plus récente, c'est quand j'étais à la tête de Gare et Connexion chez SNCF, où j'ai mis en place des pianos dans les gares, dans 100 gares en France. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite bulle dans ces grandes gares où on passe à dizaines de milliers de personnes chaque jour, où on s'arrête un tout petit peu, quelques minutes, et il se crée de l'émotion entre le public et puis le pianiste du moment, puisque c'est que des amateurs qui jouent. Donc une parenthèse de liberté, d'émotion voilà, dans notre quotidien. Après quelques années à la direction commerciale, je suis devenue directrice de la communication d'Eurocopter. Et il y avait un rêve fou au niveau des essais en vol, c'était de poser un hélicoptère sur le toit du monde, sur le mont Everest. Et très rapidement, je suis devenue le sponsor de ce projet. Et évidemment, tout ceci a eu des retombées extraordinaires en termes de réputation, de fiabilité, d'excellence pour l'entreprise. Et puis également des retombées commerciales importantes pour cet hélicoptère et pour l'ensemble de la gamme. Alors coup d'éclat, c'est plutôt par l'écho que j'avais par mon patron Europe qui m'avait dit « si tu te rates, tu es viré ». Quand j'étais patronne France, j'avais coupé une grosse vague média pour tout investir dans une opération avec un distributeur qui était Sephora et c'était du maquillage où j'avais organisé avec mon équipe un défilé de make-up au Sephora Champs-Élysées et fait une énorme opération où il fallait que je double la part de marché. On a réussi, mais avec le recul, j'avais pris un sacré risque. Auriez-vous une petite habitude que vous avez gardée de vos années à HEC ? Une petite habitude studieuse, c'est que j'annote tout. Et alors un peu moins studieuse, parce qu'on est dans la bibliothèque, mais c'est vrai que moi je passais plus de temps à la cafette en réalité, c'est le côté informel. Et j'organise tous les 15 jours dans mon bureau un petit déjeuner. Les collaborateurs s'inscrivent de toute l'entreprise, donc ils ne se connaissent pas. Et on passe 1 heure à échanger, ils se présentent. Ça leur permet d'avoir un échange direct et de dire vraiment comment ils se sentent dans l'entreprise et moi d'apprendre des tas de choses sur l'entreprise. Donc l'informel, c'est important aussi. Plus qu'une habitude, je dirais, c'est HEC, ça a été vraiment l'executive MBA, une année qui m'a permis de prendre beaucoup de recul, prendre du temps pour moi, regarder en arrière, faire un point et me recentrer sur moi-même. Et j'ai retrouvé un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle grâce à ce petit break. Et je dois dire que depuis, j'ai changé ma façon de vivre, tout simplement. J'avais tendance à arriver un peu en retard en cours, en particulier le vendredi en cours de compta. Je me corrige, mais j'ai souvent 5 minutes de retard aux réunions. Et souvent, c'est plutôt les cultures américaines ou en Asie qui vous font prendre conscience qu'une minute, ça compte. L'habitude de travailler dans un milieu plutôt masculin. J'étais assez surprise en arrivant sur le campus puisque nous n'étions que 20% de femmes au sein du master. Je venais d'une école d'ingénieurs où là, pour le coup, nous n'étions que 10%. Et puis, ça s'est poursuivi au cours de ma carrière où j'ai travaillé dans le secteur de l'industrie lourde, de la construction, où nous sommes 5 à 10% de femmes. Je suis d'ailleurs, par exemple, la seule femme dans 5 des 7 conseils d'administration au sein desquels je siège. Aujourd'hui, je représente un peu tous les étudiants d'HEC de la nouvelle génération. Est-ce que vous avez un message à nous transmettre? Oui, j'ai un message, c'est soyez vous-même. Quand on sort d'HEC, on a des tas de choix à faire et pendant toute sa carrière. Et moi, j'ai la conviction profonde qu'il faut le faire en fonction de vous,
Pour moi, il n'y a pas de chemin obligé, il n'y a pas de meilleur chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des parcours, des trajectoires. Et ce qui est important, c'est de le faire en conscience de soi et d'accepter après les conséquences en fait. Le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est de creuser son sillon. Quel que soit le milieu d'où l'on vient, les opportunités, elles existent toujours. Il faut savoir les détecter, s'engager, bâtir au quotidien sa légitimité, ne jamais se décourager et puis surtout y croire. Alors je sais que tu es littéraire, j'avais envie de citer Socrate. Je sais que je ne sais pas. Je crois qu'il faut continuer à apprendre toute sa vie, toute sa carrière, s'ouvrir aux autres et continuer à être curieux. Et puis le deuxième message, c'est le collectif. Je pense qu'on est plus fort à plusieurs, avec des talents divers et complémentaires, et puis être le meilleur à ce qu'on aime et à ce qu'on fait. Donc je pense qu'il est important de toujours croire que l'impossible est possible. Il faut croire en sa bonne étoile, il faut provoquer sa chance. Et même lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait ou comme on l'aurait imaginé, il faut regarder tout ça comme une opportunité d'apprendre, de se développer, de découvrir de nouvelles activités et de grandir. Et puis enfin, je crois un point très important qu'on a tendance à oublier, c'est l'humain. Prendre du temps pour l'humain et faire en sorte qu'il soit au centre de notre action. Voilà.